Bienvenue dans cette webconférence consacrée à l'hypnose et à comprendre comment l'hypnose peut nous aider à perdre du poids facilement, sans régime. Alors, dites-moi, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Vous pouvez communiquer avec moi sur le chat qui se trouve à droite de la vidéo. Je vais me mettre en plein écran pour vous dire bonjour. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Je vous souhaite à tous la bienvenue dans cette conférence. Alors, dites-moi, est-ce que le son est bon? Est-ce qu'au niveau technique, tout va bien? Super, merci Fabienne. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue Céline, Fabienne, Vanessa, Christelle, Nathalie, Sophie. Voilà, merci pour votre intérêt. Merci d'être là au rendez-vous à l'heure. Super. Alors, Alors, est-ce que peut-être en attendant les personnes qui vont arriver un peu au compte-gouttes, qui arrivent toujours au fur et à mesure, en attendant les retardataires, est-ce que vous pouvez me dire déjà si vous connaissez l'hypnose, si vous avez déjà testé ou si vous connaissez, je sais pas, si vous avez déjà testé l'auto-hypnose, l'hypnose, est-ce que c'est, voilà, ou est-ce que c'est pour vous une première approche ce soir? Est-ce que c'est pour vous une découverte? Ça me permet aussi d'orienter un peu mon discours ce soir en fonction de vos réponses. Donc, dites-moi, est-ce que vous connaissez déjà l'hypnose? Est-ce que vous avez déjà pratiqué ou est-ce que vous avez une connaissance théorique? Voilà, dites-moi un peu qui vous êtes, qu'on fasse connaissance avant de démarrer cette webconférence. Bonsoir, bonsoir Catherine, bonsoir Stéphanie, bonsoir Cathy, Marine. Bonsoir, on est entre filles, j'ai l'impression, ce soir. Je regarde. Et on est entre filles, hein. Parfois, il y a un, deux, trois hommes qui se perdent et qui arrivent avec nous. D'accord, donc Fabienne a arrêté de fumer après 25 ans de tabagisme à la suite d'une séance d'hypnose, super. Christelle connaît déjà, a déjà fait plusieurs séances, ok, super. Donc Béatrice ne connaît pas, Séverine c'est tout nouveau, première découverte, ok. Donc on a des personnes qui ont déjà expérimenté, des personnes qui connaissent pas du tout, donc je vais essayer d'avoir un discours qui parle à tout le monde. Jamais pratiqué, d'accord, déjà fait plusieurs séances. D'accord, super. Ok, bah écoutez, je vais essayer en tout cas de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. Si jamais, quand je parle, s'il y a des choses qui vous semblent pas évidentes, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'en faire part. Ce que je vous propose en fait, c'est qu'on va faire la conférence tranquillement, et à la fin de la conférence, on va laisser passer un espace-temps vraiment pour les questions-réponses. Donc, si pendant la conférence il y a des choses qui vous semblent pas claires, s'il y a des questions qui vous viennent en tête pendant que je parle, alors je vous conseille peut-être de prendre un petit carnet avec un stylo, de noter vos questions et vraiment d'y revenir à la fin de la conférence. Moi, vraiment, j'adore ce moment où on communique, où voilà, vous pouvez poser des questions personnelles ou pas, ou juste voilà, n'importe quelle question. Sachez qu'il n'y a pas de questions bêtes, donc surtout, voilà, posez toutes les questions. Mon but, c'est vraiment que vous partiez de cette soirée en ayant répondu à toutes vos questions. Donc, on prendra le temps qu'il faudra, mais j'aimerais répondre à toutes vos questions. Voilà. Alors, du coup, ce que je vous propose peut-être, c'est déjà dans un premier temps de me présenter, puisque, alors, il y en a peut-être qui me connaissent, je ne sais pas, certains qui suivent ma formation auto-hypnose, certains qui m'ont déjà rencontré, je ne sais pas du tout qui est là ou pas, puisque je n'ai pas les noms de famille. En tout cas, il y en a très certainement certaines d'entre vous qui me connaissent, mais pour les autres, je vais quand même me présenter. Donc, moi, je suis Pamela. Je suis diplômée d'un master 1 de psychologie clinique de l'université Paris 8. Et c'est en fait durant ces études que je me suis passionnée par le fonctionnement du cerveau dans un premier temps, vraiment les neurosciences et la neuropsycho, parce que la fac de Paris 8 est une fac très orientée neurosciences. Et j'ai eu à ce moment-là une première approche vraiment minime de l'hypnose. Et en fait, pendant ces études, j'ai eu la chance de faire un stage
chez une psychologue qui, elle, pratiquait l'hypnose dans son activité. Et c'est vraiment là que j'ai découvert l'hypnose et que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette discipline. Et donc, j'ai travaillé avec elle pendant presque 5 ans. Elle m'a tout appris. Elle m'a vraiment communiqué tout ce qu'elle connaissait sur l'hypnose. Et suite à ça, au bout de 5 ans, je me suis dit, bon, voilà, maintenant j'ai les bagages pour, je vais m'installer. Avant de m'installer, j'ai quand même fait une école d'hypnose pour avoir un certificat, même s'il faut savoir que l'hypnose, aujourd'hui, malheureusement, en France, n'est pas reconnue, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays comme le Canada ou la Belgique, par exemple. Mais bon, j'ai fait quand même pour avoir un certificat. Et ensuite, j'ai fait des spécialisations, des formations supplémentaires en auto-hypnose, en spécialisation en arrêt de la cigarette et en hypnose mixte. Donc maintenant, ça fait 11 ans que je suis installée, que je pratique en cabinet dans ma région, c'est-à-dire dans l'Est de la France. J'ai créé un centre de formation qui s'appelle IDE Formation, qui me permet de dispenser des formations en auto-hypnose, mais aussi des formations professionnelles, c'est-à-dire que je forme des hypnothérapeutes et je suis vraiment spécialisée dans l'accompagnement des thérapeutes. Voilà pour mon parcours, voilà comment moi j'ai découvert l'hypnose. Donc ça fait 11 ans que l'hypnose fait partie de ma vie et ça me passionne toujours autant. Alors, je vais peut-être, est-ce que vous pouvez marquer pour la personne qui ne voit pas qu'il faut rafraîchir la page, peut-être se déconnecter et se reconnecter parce que parfois l'ordinateur ne le fait pas automatiquement. Si quelqu'un veut bien marquer à Carole qu'il faudrait se déconnecter et se reconnecter, ça serait vraiment sympa. Merci à vous. Alors, qu'est-ce que nous allons voir ce soir? Je vais vous partager le petit PowerPoint que j'ai créé pour vous. Voilà. Alors, ce soir, nous allons voir ensemble les différentes causes, évidemment, de la prise de poids. On va voir de quelle manière on peut dire vraiment que notre passé nous crée vraiment des programmations et que c'est ça qui peut vraiment poser problème au quotidien. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'hypnose, comment on peut définir l'état d'hypnose, comment on peut définir l'hypnose. On va parler de la structure du cerveau, ça nous permet vraiment de comprendre comment on fonctionne, ça c'est hyper important. Enfin, pour moi, ça me semble hyper important. De plus on va comprendre comment on fonctionne et plus on va pouvoir manipuler, alors je dis ça évidemment de manière positive, mais on va pouvoir modifier des choses en tout cas. On va parler de la plasticité neuronale qui pour moi est vraiment la clé du changement, notamment dans tout ce qui est lié au poids, aux addictions, ce genre de choses. Alors évidemment, quand on fait une conférence sur l'hypnose, on ne peut pas passer à côté de la notion de conscient et d'inconscient, donc on va aborder évidemment ce sujet-là. On ira voir également s'il existe des contre-indications à la pratique de l'hypnose. On va voir qu'est-ce que ça apporte au quotidien et je vous donnerai un ou deux exemples concrets de mise en situation. Et enfin, on terminera cette conférence vraiment, comme je vous disais, par les questions-réponses. Donc voilà, encore une fois, pour ceux qui arrivent, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent au fur et à mesure. Donc, ce que je disais, c'est qu'on va démarrer la conférence et on va laisser vraiment un espace-temps à la fin pour poser toutes les questions que vous vous posez sur l'hypnose. Voilà. Alors, si vous êtes là ce soir, c'est certainement que vous avez eu ou que vous avez encore des difficultés à gérer votre poids, à gérer votre silhouette, à perdre du poids ou à gérer votre comportement face à la nourriture et que vous vous demandez sûrement comment l'hypnose traite ce genre de thématique. En fait, vous allez découvrir dans cette conférence comment l'hypnose peut vraiment vous aider à perdre du poids et à vous reprogrammer. Vous verrez qu'il y a vraiment une notion de reprogrammation. Comment on peut gérer son poids et surtout sans régime. Et j'aurais tendance à dire même le plus important, c'est durablement. Donc, il est vrai que la situation dans laquelle on se retrouve tous en ce moment avec ce confinement ne nous aide vraiment pas à maintenir notre motivation et nos bonnes résolutions. Alors, pourquoi pas avoir un petit coup de pouce avec une technique qui est vraiment simple et vraiment efficace. Alors, on le sait toutes, je dis toutes parce que j'ai l'impression qu'on n'est que des filles, mais je vais dire tout ça. Voilà, la prise de poids est liée finalement à différents éléments. Ce n'est jamais unicausal. Alors, pour faire un peu un état des lieux pour commencer cette conférence, j'ai voulu préciser un peu les différentes causes qui nous poussent à prendre du poids ou à manger trop. Alors, les premières causes, évidemment, c'est les causes physiques, c'est-à-dire qu'on peut avoir des causes héréditaires.
On peut également avoir des problèmes de poids en lien avec une prise de médicaments si on a voilà, une maladie. Hein, on le sait, il y a certains médicaments qui nous font prendre du poids. On peut aussi mettre dans les causes physiques des difficultés hormonales. Beaucoup de femmes m'en font part au cabinet et on va travailler en parallèle vraiment l'hygiène de vie et les difficultés hormonales. Et après, certaines maladies spécifiques hein, qui nous poussent à prendre du poids. Alors, les causes environnementales, évidemment, une mauvaise hygiène de vie, des mauvaises habitudes alimentaires et souvent qui sont décuplées parce que nos enfants, notre mari ou notre femme ne font pas eux attention à ce qu'ils mangent, donc c'est difficile de maintenir ça. Et surtout au niveau des causes environnementales, on retrouve la sédentarité, c'est-à-dire que dans notre société aujourd'hui, c'est vrai qu'on bouge de moins en moins. Alors aujourd'hui, d'autant plus en ce moment, mais on dépense moins d'énergie. Alors, c'est pas propre au confinement, hein, même si c'est décuplé effectivement en ce moment, mais on prend machinalement la voiture, même pour aller acheter le pain à la boulangerie du coin, on fait moins de sport, on marche moins, on passe beaucoup plus de temps devant la télé et ainsi de suite. Donc, la sédentarité, c'est vraiment une des grandes causes de la prise de poids et c'est vraiment un problème dans notre société actuelle qui n'était pas le cas il y a quelques dizaines d'années. Dans les causes contextuelles, il y a aussi certains éléments de la vie qui nous poussent à prendre du poids. Évidemment, les grossesses. Les femmes, on le sait. Après, moi, je sors tout juste de congé maternité. J'ai un petit bébé. Donc, je sais ce que c'est que de prendre du poids après les grossesses. Donc, voilà, c'est contextuel. Ça fait partie du lot. Et on retrouve également l'arrêt du tabac. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent au cabinet suite à un arrêt du tabac parce qu'elles ont pris 10, 15, parfois même 20 kilos. Alors, c'est vrai qu'en hypnose, la personne qui disait qu'elle a arrêté de fumer, ça m'intéresserait de savoir si elle a pris du poids ou pas. Parce que c'est vrai qu'en hypnose, on va essayer de pas compenser avec la nourriture quand on arrête de fumer. Mais en tout cas, j'ai quand même beaucoup de personnes qui viennent en se plaignant que suite à l'arrêt du tabac, elles ont pris du poids. On retrouve également dans les causes contextuelles les troubles du sommeil. On sait maintenant de sources sûres que les neurosciences nous ont montré vraiment qu'il y avait un lien entre une mauvaise qualité de sommeil et une prise de poids. Et évidemment, le stress qu'on peut vivre tous les jours, ça nous pousse également à prendre du poids. Ah voilà, donc Fabienne a pris effectivement 15 kilos. Donc ça, c'est contextuel, hein, c'est lié vraiment à l'arrêt de la cigarette. Alors, les causes émotionnelles, évidemment, il en existe énormément, les angoisses suite à une séparation, suite à un deuil, certaines peurs, le sentiment d'insécurité, une rupture amoureuse, un choc émotionnel, un traumatisme. Tout ça, c'est des émotions qui vont avoir comme impact que on va ancrer des choses et on va en parallèle prendre du poids, une agression, des colères, des frustrations, des insatisfactions, le fait d'être mal dans sa peau ou des échecs à répétition, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau privé. Voilà, donc, et bien d'autres choses encore, évidemment, c'est impossible. C'était impossible pour moi de lister toutes les causes émotionnelles qui nous poussent à grossir ou à manger trop. Là, je vous ai donné quelques exemples qui paraissent évidents. Et enfin, on termine par les causes alimentaires, c'est-à-dire la malbouffe. Hein, c'est vraiment voilà, la qualité des aliments qu'on va manger et aussi les produits préparés, voilà tout ça. Et évidemment, des quantités trop importantes. Donc voilà les différentes causes. Cette liste est non exhaustive, mais j'ai voulu vous donner un aperçu des différentes causes qui nous poussent à prendre du poids. Donc, comme vous pouvez le voir, sur l'ensemble des causes que je viens de citer, finalement, peu sont en lien direct avec la nourriture. En fait, il s'agit plus de contexte et d'émotion. Et pourtant, ce qui est dingue quand même, c'est que quand on veut perdre du poids, qu'on va consulter un professionnel, la plupart du temps, on va nous proposer des régimes alimentaires. Va nous proposer de vraiment quelque chose en lien avec l'alimentation. Et il faut comprendre qu'il est difficile de maigrir durablement en se privant ou en faisant des régimes drastiques, simplement parce que ça demande énormément d'énergie et de motivation. Et avec la vie que nous menons tous, avec les enfants, la vie professionnelle et souvent d'ailleurs les deux en même temps, il nous reste finalement plus beaucoup d'énergie à consacrer à autre chose. Et c'est vrai que je donne souvent cette image, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est comme si notre réservoir d'énergie, il est déjà bien entamé
Et donc, il nous en reste plus beaucoup pour autre chose que la vie familiale ou la vie professionnelle. Et en plus, la privation, elle mène la plupart du temps à de la frustration. Évidemment, cette frustration, elle va créer des obsessions. Souvent, c'est le chocolat ou alors les chips. Voilà, c'est vraiment les deux choses qui reviennent le plus au cabinet. Et quand on craque, on vit de la culpabilité et du stress. Et cela, finalement, c'est contre-productif parce que ça va amener en fait au surpoids. Donc parfois, évidemment, c'est possible de se priver, encore heureux, de suivre un régime. Et c'est souvent quand tout va bien dans notre vie, mais à la moindre contrariété, au moindre petit pépin qui va arriver dans notre vie, on a tendance à retomber dans nos vieilles habitudes, dans nos réflexes. Et c'est vrai que quand on discute entre amis ou quand on discute, on s'entend souvent dire ah bah c'est pas le moment. Oui, c'est pas le moment, mais est-ce que vraiment dans une vie pendant longtemps, sur du long terme, on va réunir toutes les conditions qui font qu'on va pouvoir suivre un régime, voilà, être vraiment dans son truc. Je pense que c'est quand même assez rarement le cas de réunir toutes les conditions pour que tout se passe de manière fluide et que ça devienne naturel. Donc en fait, la NSES a fait une étude sur la réussite des régimes et en fait, leurs conclusions ont montré quand même qu'à long terme, il n'y a que 20% de régimes qui amènent à une réussite. Donc, on a quand même 80% d'échecs sur des régimes en lien avec l'alimentation. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment cette notion, mais ça, je pense que je ne vous l'apprends pas, cette notion émotionnelle qui est vraiment présente. Et pour expliquer un peu comment on fonctionne et comment on met en place des automatismes, je vais vous donner un exemple très concret. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ou pas, pour expliquer aussi les bienfaits de l'hypnose, il est important de comprendre en fait nos modes de fonctionnement. Et donc, pour bien expliquer ça, j'ai décidé de vous parler ce soir du réflexe de Pavlov. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas. En fait, dans son expérience, Ivan Pavlov, qui était un médecin, il analysait finalement la salivation des chiens. Et donc, il a tenté de conditionner la réponse du chien. Alors, comment ça s'est passé? En fait, ce qu'il a fait, c'est que avant le conditionnement, le chien, il s'est rendu compte, il a fait des expériences, il s'est rendu compte que le chien, il salivait dès qu'il amenait un os ou de la nourriture. Et lorsqu'il entendait, il faisait sonner une cloche comme ça, et lorsqu'il entendait le son de cette cloche, bah, le chien, il ne salivait pas, il ne se passait rien. Il entendait, mais il ne se passait rien de plus. Et en fait, son expérience a été de conditionner. Et pendant son conditionnement, il a répété chaque jour l'expérience suivante. En fait, il sonnait la cloche et ensuite il donnait à manger au chien. Et le lendemain, il revenait, il sonnait la cloche et après, il donnait à manger au chien. Et le lendemain, il revenait, il sonnait la cloche et il donnait à manger au chien. Et il a fait ça pendant des semaines et des semaines et des semaines, vraiment, tous les jours, il sonnait la cloche et il donnait à manger au chien. Et au bout de quelques semaines, après le conditionnement, en fait, il s'est rendu compte que le chien, il salivait lorsque la cloche, elle sonnait, même sans présence de nourriture. Donc, il avait modifié son rapport aux choses. Donc, il a vraiment modifié quelque chose d'instinctif et de naturel. Donc, on voit vraiment là comment se crée un conditionnement. Et on appelle ça un réflexe conditionné. Alors, pourquoi je vous explique ça? Évidemment, c'est parce que nous avons tous des réflexes conditionnés. La façon dont on a été nourri au cours de notre enfance peut vraiment influencer sur notre rapport à l'alimentation en étant adulte. Et nous avons tous des conditionnements, des automatismes en lien avec notre rapport à la nourriture qui sont créés par notre éducation, par nos expériences de vie et des croyances aussi qu'on nous a transmises, qui nous appartiennent même pas, mais qu'on vit naturellement parce qu'on nous les a transmises. Alors, je tiens tout de suite à dire, les parents le font même à leur insu, c'est comme ça. Ça s'est mis en place et c'est souvent voilà, on fait des choses, voilà, c'est positif normalement, mais en fait, ça laisse des traces. Donc, alors, finalement, quels sont les différents conditionnements que nous pouvons avoir? Alors, je vous donne quelques exemples parce que je trouve que les exemples, ça c'est vraiment parlant et je suis persuadée que vous allez tous vous retrouver et que vous allez tous vous dire, ah bah oui, c'est vrai, ah bah oui, c'est fou, moi aussi, j'ai vécu ça. Donc, pour illustrer ces conditionnements. Alors, par exemple, c'est vrai qu'on a tous entendu, ah bah tu ne sortiras pas de table tant que tu n'auras pas fini ton assiette. Ou alors, il ne faut pas gâcher, il y a des enfants qui meurent de faim dans le monde. Ça, c'est le genre de phrase qu'on a tous entendu. Évidemment, c'est une belle morale. Évidemment,
il faut pas gâcher la nourriture. Mais qu'est-ce que ça crée si on regarde un peu plus loin? En fait, ça crée de la culpabilité qui nous pousse inconsciemment à finir notre assiette et à manger en trop grande quantité en tant qu'adulte. C'est-à-dire que le rapport au corps n'est plus là. On va raisonner en se disant il faut manger, hein, et ça devient inconscient. Hein. Il faut finir son assiette. Et en fait, alors que le principe, normalement, ça serait d'arrêter de manger quand on n'a plus faim. Tout simplement, d'écouter les signaux de notre corps et de réussir à manger quand on n'a plus faim. Un autre conditionnement qu'on a tous entendu, c'est par exemple, si tu es sage, tu auras un bonbon. Ou si tu es sage, on ira manger au McDo. Voilà, donc là, encore une fois, directement, on a mis en place quelque chose qui dit que le sucre, la malbouffe, bah, c'est une récompense. Alors moi, je dis souvent à mon mari, tu sais quoi, ben, nous, on va faire autrement, on va dire à notre enfant, bah, si t'es sage, on ira manger dans un gastro ou dans un étoilé. Si déjà, si déjà on lui apprend que la récompense, c'est de manger des produits sains. Mais en fait, et c'est tellement automatique, même parfois, nous, on s'entend, alors que j'ai conscience que c'est mon travail, des fois, je m'entends aussi dire à mon fils, ah bah, allez, si t'es sympa, tu auras un bonbon. En fait, voilà, on associe du coup le bonbon, le sucre à une récompense. De la même manière, j'entends très souvent au cabinet des personnes qui viennent me voir pour la gestion du poids et qui me disent, ah bah vous savez, nous, dans notre famille, on est tous en surpoids. Ou nous, dans notre famille, on aime manger, on est comme ça. C'est comme si on était en fait victime de notre génétique et on va prendre ça pour argent comptant. Voilà, c'est normal, c'est une croyance que en fait, c'est comme ça dans la famille. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on met en place indirectement. Encore une fois, on entend, par exemple, bah, si t'es pas sympa, tu n'auras pas de dessert. Ou si tu n'écoutes pas, tu n'auras pas de bonbons. Et donc là encore, indirectement, qu'est-ce qu'on donne comme message? On dit que la privation de nourriture ou de bonbons, bah, c'est vécu comme une punition. Donc, et je suis persuadée que toutes ces phrases, vous les avez déjà entendues en étant enfant, que vous surprenez vous-même à le dire à vos enfants. Donc, on a tous ancré que la nourriture, finalement, c'est un réconfort. On a tendance dès l'enfance, par exemple, à proposer un bonbon ou du chocolat quand on est triste. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Bah, quand on a besoin de se consoler, eh ben, on va prendre un bout de chocolat. Que la privation de nourriture, c'est une punition, ou alors au contraire, que ça peut être utilisé comme une récompense. Donc voilà, vous voyez, ici je vous donne quelques exemples parmi tant d'autres que vous devez avoir en tête et que j'ai pas cité ce soir. Mais on est conditionné finalement dès notre plus jeune âge à gérer nos émotions finalement en mangeant. Notre cerveau, il suit donc ces programmes, c'est vraiment des programmes en mode automatique en tant qu'adulte. Cela, en fait, ça va vraiment demander un gros effort de sortir de ces programmes qui sont ancrés depuis tellement longtemps. Alors évidemment, c'est pas impossible. On peut évidemment lutter contre, mais ça demande de la motivation et de la rigueur. Et c'est ce qu'on a vu avant. Bah, il y a des fois où c'est possible et puis il y a des fois où c'est pas possible, quoi. Ou en tout cas, c'est vraiment difficile. Ça demande de l'énergie. Donc moi, je pense que le plus efficace, ça reste finalement de modifier ces programmations pour modifier nos comportements instinctifs et pour que les choses deviennent naturelles. Comme ça, on ne lutte pas contre quelque chose, mais on va simplement modifier nos programmations. Donc le but, c'est pas de changer l'environnement, c'est-à-dire qu'on peut très bien ne plus acheter ce qui pose problème, ne plus aller aux invitations de nos amis, se priver. Alors oui, on peut le faire, mais est-ce que c'est possible dans le temps? Moi, je pense pas. Je pense que si on veut être épanoui, on a besoin d'une vie sociale, on a besoin de se faire plaisir, on a besoin de vivre, d'être heureux. Donc, dans le temps, c'est vraiment difficile d'être dans quelque chose de restrictif comme ça. Donc, il faut finalement changer simplement sa perception et son rapport mental à la nourriture et reprogrammer son subconscient. Et c'est donc là qu'intervient l'hypnose comme une technique vraiment puissante pour perdre du poids. Parce que l'hypnose, il faut savoir que c'est de plus en plus reconnu dans ce domaine. Moi, je travaille par exemple avec une nutritionniste qui travaille dans l'hôpital, dans le plus gros hôpital de ma ville, et qui m'envoie des personnes qu'elle suit. C'est-à-dire que en fait, elle m'explique que les personnes, elle est là pour leur expliquer comment fonctionne le corps, leur expliquer comment est digéré les aliments, comment est assimilé le sucre. Voilà, elle leur donne des astuces au niveau de la chrononutrition, quand est-ce qu'il faut manger. Elle leur donne des connaissances sur la nourriture.
Mais elle me dit que en fait, très souvent, la connaissance ne suffit pas. Et nous allons voir du coup pourquoi et comment l'hypnose peut vraiment modifier nos conditionnements, nos automatismes et ainsi nous aider vraiment à mincir facilement et durablement. Donc voilà. Alors, je vais maintenant vous parler un peu d'hypnose pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'hypnose. Et je vais vous expliquer finalement comment ça fonctionne l'hypnose. Alors, ce qu'il faut savoir sur l'hypnose, et l'auto-hypnose aussi d'ailleurs, c'est que c'est à la fois un état, c'est un état physique qu'on va créer, mais c'est également une technique. Alors, quand je vous parle d'état, il faut savoir que l'hypnose, c'est un état modifié de conscience. On appelle ça un EMC. En fait, c'est un état qui est propre à l'être humain. C'est un état qui est naturel. C'est un état que nous expérimentons parfois plusieurs fois par jour. Alors, je vais vous donner encore une fois, moi j'utilise beaucoup d'exemples parce que je trouve que c'est la meilleure manière de vraiment d'assimiler et de mémoriser les choses. Imaginez quand vous êtes au volant, c'est vrai que on a tous vécu ça, ceux qui ont le permis. Si vous faites des trajets quotidiens entre votre maison, votre lieu de travail, ou si vous faites un trajet long sur l'autoroute, voilà, de tout droit, et ben, il nous est tous arrivé d'avoir des moments où on est en train de rouler et tout d'un coup, on a comme la sensation de se réveiller. Vous voyez cet état où on se dit, oh, punaise, heureusement qu'il ne s'est rien passé parce que j'étais plus vraiment là. Et ben, cet état-là, c'est déjà un état d'hypnose. Donc, vous voyez que c'est un état naturel. De la même manière, lorsque vous êtes plongé dans un film, devant la télé ou dans une série, par moment, vous avez vos enfants, votre mari ou votre femme qui parlent derrière vous ou qui font un jeu. Il y a des moments où vous n'entendez plus ce qui se passe autour de vous. C'est-à-dire que votre environnement proche, il est plus là. C'est comme si vous étiez un peu dans une bulle, plongé dans votre film ou dans votre série. Et de la même manière, quand les enfants, c'est très parlant. Les enfants, quand ils sont devant un dessin animé, on leur parle à 10 centimètres de leur oreille, ils nous entendent pas, quoi. Ils sont tellement plongés dans leur dessin animé qu'ils nous entendent pas. De la même manière, quand vous lisez un livre, quand vous êtes dans votre intrigue, voilà, il y a des moments où on n'entend plus l'environnement proche. Et ben tous ces états-là, c'est déjà des états d'hypnose. De la même manière, les personnes qui tricotent ou qui font de la broderie, c'est marrant parce que les dernières études scientifiques ont montré que ces personnes-là activaient les mêmes aires du cerveau qu'une personne qui fait de l'hypnose. Donc, quand on tricote, quand on brode, bah, on est un peu en quelque sorte en état d'hypnose. Et c'est vrai que tout le monde dit ça. Moi, tricoter, ça me calme, ça me fait du bien. Bah oui, en fait, parce que c'est exactement la même chose finalement. Donc, en fait, on est là, mais on est absorbé vraiment dans quelque chose d'autre. On pourrait dire qu'on est dans la lune ou qu'on est ailleurs. Voilà. Ou quand vous êtes, par exemple, dans une réunion de travail, il y a des moments où on divague complètement et on est là, on a les yeux ouverts, on est présent dans la pièce, mais on n'est plus là. Et puis à un moment, on revient. On a loupé toute une partie de la réunion. Donc voilà, c'est ça l'état d'hypnose. L'état modifié de conscience, cet EMC, il est finalement différent de notre EOC. Notre EOC, c'est notre état ordinaire de conscience, c'est-à-dire que c'est celui qui s'active quand on se réveille le matin, quand on parle, quand on est réveillé. Donc voilà pour l'état, vous voyez, c'est vraiment un état qui est naturel. Alors je vous disais que l'hypnose, c'est cet état physique, mais c'est aussi une technique, en fait. C'est une technique qui s'apprend tout simplement. La technique, elle consiste finalement à déclencher cet état modifié de conscience. C'est une technique qui s'apprend et comme dans tous les domaines, il existe finalement différentes écoles d'hypnose. Alors chaque école a des spécificités, d'où leur nom différent, mais elles ont finalement comme point commun d'amener la personne qui consulte dans cet état modifié de conscience, dans cette EMC. Donc, tout de suite, je voudrais avec vous faire la distinction, évidemment, entre l'hypnose de spectacle et l'hypnose thérapeutique. On ne parle pas de la même chose, évidemment. L'hypnose de spectacle, c'est du spectacle, c'est fait pour être spectaculaire, c'est très souvent assez violent, rapide, voilà. Alors que l'hypnose thérapeutique, on est vraiment dans tout le penchant inverse, c'est-à-dire qu'on essaye de créer un cocon, c'est vraiment zen, c'est calme, on dit que c'est écologique pour la personne, c'est-à-dire qu'on va au rythme de chacun et ainsi de suite. Donc, il faut vraiment pas faire d'amalgame entre l'hypnose de spectacle et l'hypnose thérapeutique. Donc, vous voyez que l'hypnose, c'est à la fois cet état d'hypnose et c'est à la fois cette technique
que nous, on a appris dans une école ou qu'on peut apprendre justement en pratiquant l'auto-hypnose. Alors, comment est-ce qu'on peut définir l'hypnose? C'est toujours un peu compliqué de définir l'hypnose. Alors, moi, je vous l'ai dit, je suis passionnée par les neurosciences, donc je me suis un peu basée sur les neurosciences et sur ce que la science nous révèle en fait de cet état. Parce que aujourd'hui, grâce à l'évolution des sciences, c'est génial parce qu'on peut vraiment aller voir ce qui se passe dans le cerveau. On met des électrodes et on met la personne en état d'hypnose et on regarde concrètement qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Et on s'est rendu compte qu'il se passait des choses. Donc, c'est que c'est bien un état différent de l'état de veille. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, l'hypnose est définie par un ensemble de caractéristiques neurologiques. Alors, en premier lieu, on voit vraiment une modification des ondes cérébrales. On va y revenir tout de suite après. On voit également une activation de certaines zones du cerveau, c'est-à-dire qu'il y a certaines zones qui vont être plus actives et au contraire d'autres zones qui vont être en veille. Ça aussi, c'est très intéressant pour comprendre vraiment pourquoi l'hypnose fonctionne. On va y revenir aussi pendant cette conférence. Et on voit des modifications des perceptions sensorielles. Voilà en fait les caractéristiques qu'on peut vraiment découvrir sur les images des IRM, voilà, enfin des électroencéphalogrammes surtout, des EEC. Donc voilà comment on peut définir l'hypnose. Alors, la modification des ondes cérébrales, je vous ai mis un petit schéma parce que je trouve que c'est toujours plus facile d'avoir un peu un visuel pour comprendre. La modification des ondes cérébrales. Alors, par son activité, notre cerveau va produire des ondes électriques qui sont donc des ondes cérébrales, qui sont réparties en 4 catégories. Vous avez l'onde bêta, alpha, theta ou delta. Alors, l'onde bêta, c'est l'onde qui s'active naturellement quand on se réveille le matin. À partir du moment où vous ouvrez les yeux, que vous êtes réveillé, dans votre cerveau s'activent les ondes bêta. C'est quand on est actif, quand on fait des activités qui demandent une certaine vigilance. Puis, quand vous passez dans une conscience un peu apaisée, comme une rêverie éveillée, eh bien là, vous avez dans votre cerveau l'onde bêta qui se transforme en onde alpha. Lorsque vous allez dans une somnolence plus profonde, mais que vous êtes toujours éveillé, vous arrivez, va se déclencher l'onde θ. Et enfin, quand vous êtes en onde delta, c'est que vous êtes dans le sommeil. Donc en fait, vous voyez que ce sont finalement les différentes phases du sommeil, c'est-à-dire qu'on passe de l'onde bêta, on est réveillé, à l'onde delta, on est endormi, et pour passer de cette onde-là à l'onde delta, on va passer par l'onde alpha et l'onde θ. Et l'hypnose se situe soit en alpha, soit en θ. C'est-à-dire soit on va utiliser des hypnoses légères, soit on va utiliser des hypnoses plus profondes. Alors tout dépend de la problématique, de la thématique, on va choisir soit une hypnose légère, soit une hypnose plus profonde. Donc vous voyez que l'hypnose, c'est en fait un état de veille. C'est une idée reçue de croire que pendant l'hypnose, on dort. En fait, on est entre la veille et le sommeil. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment réveillé, mais on n'est pas vraiment endormi non plus. Et d'ailleurs, les personnes, souvent, ce qu'elles m'expliquent à la fin, ce qu'elles me disent, ah, c'est marrant parce que je vous entendais plus, je divaguais, puis je raccrochais votre voix, voilà. Vous voyez, c'est un état comme ça entre deux. Et pourtant, c'est une des plus grandes appréhensions des personnes qui viennent. C'est une des premières questions qu'on me pose au cabinet. Est-ce que je vais dormir? Est-ce que je serai inconscient? Est-ce que je vais me souvenir de ce qui s'est passé? Donc, c'est vrai que là, ce soir, vous pouvez vous rassurer. L'hypnose, c'est un état de conscience. C'est un état de modifié de conscience, mais ça reste un état de conscience. C'est pas un état d'inconscience. Donc, voilà. Pour l'hypnose. Donc, restez bien avec moi. Dans quelques instants, vous allez vraiment comprendre, en fait, de quelle manière l'hypnose peut modifier des comportements, pour nous aider vraiment à perdre du poids, à mettre en place des nouveaux comportements et à se reprogrammer vraiment. Alors, la structure du cerveau, ça me paraît vraiment très intéressant et très important. Encore une fois, c'est ce que je disais en introduction, de comprendre finalement comment on fonctionne. Parce que plus on va comprendre et plus on va pouvoir changer les choses. Donc, je vous ai mis encore une fois un schéma pour que vous puissiez visualiser. Donc, il existe en fait une théorie selon laquelle le cerveau humain est constitué de 3 grandes couches qui sont imbriquées les unes aux autres. Encore une fois, si jamais il y a des choses qui ne vous semblent pas évidentes, surtout n'hésitez pas à me poser des questions. Moi, j'ai tellement l'habitude de parler de ça que des fois, ça me paraît évident. Mais surtout, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, posez-moi des questions, c'est vraiment important. Donc, vous avez le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le cortex.
Alors, le cerveau reptilien, c'est le cerveau de nos instincts. C'est notre cerveau qui est archaïque. Alors, comment il se manifeste? Ben, simplement, par exemple, quand vous allez chez votre médecin, vous savez, et qu'il prend un petit marteau et qu'il vous tape sur le genou, vous savez, vous allez faire un mouvement comme ça, involontaire, qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et ce mouvement, c'est ce qu'on appelle un arc réflexe. Et cet arc réflexe-là, il est logé et géré par le cerveau reptilien. Et ce cerveau reptilien, il est imbriqué dans le cerveau limbique. Alors, le cerveau limbique, lui, il est vraiment très important pour comprendre les bienfaits de l'hypnose, parce que c'est celui qui gère nos émotions. Et comme on l'a vu, la prise de poids, la perte de poids, la gestion du poids, c'est en lien avec nos émotions. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette zone du cerveau, il y a aussi le siège neurologique du système immunitaire. Et en ce moment, on en parle beaucoup évidemment de notre système immunitaire parce que c'est celui qui est censé nous protéger des bactéries, des virus, qui permettent de cicatriser la peau, de régénérer les cellules. Donc, le système immunitaire, il a son siège neuronal dans la même zone que les émotions. Et c'est pourquoi on peut observer parfois, et je dirais même souvent, en fait, des dysfonctionnements du système immunitaire quand une personne vit des événements émotionnels intenses. En fait, quand on a, par exemple, vécu un traumatisme, on va plus facilement tomber malade parce qu'on est plus fragile. Et c'est vrai qu'on le sait quand on discute avec nos amis, avec voilà, souvent on dit ah bah dis donc c'est la loi des séries, j'ai vécu une séparation, derrière je suis tombée malade et puis je suis tombée en dépression. Et il y a comme ça une loi des séries, mais en fait ça s'explique au niveau neurologique parce que à l'inverse, pareil, quand on a une baisse du système immunitaire par une maladie ou autre chose, on va avoir plus de difficultés à gérer nos émotions. En fait, ça s'explique parce que c'est géré au même endroit. Donc l'un a un impact sur l'autre. Donc vous voyez, ça, c'est moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais oui, évidemment, quand on n'est pas bien physiquement, ben, on a tendance à moins bien gérer ses émotions. Et quand on n'est pas bien émotionnellement, on a tendance plus facilement à attraper le petit virus, la petite grippe, la petite gastro qui traîne. Ça, vous l'avez aussi tous déjà, je pense, remarqué. Et enfin, le cortex, lui, c'est le siège de notre raison. Donc, les grandes couches, les trois couches sont imbriquées les unes aux autres. Et nos émotions vont donc influencer nos choix. Alors, pourquoi je vous explique ça? Ben, simplement parce qu'il faut bien comprendre le cheminement de comment ça se passe dans notre cerveau. En fait, toute information est d'abord captée par le cerveau reptilien. Puis cette information sensorielle va être gérée par notre cerveau limbique. En fait, si cette information est perçue comme un danger par notre cerveau limbique, il va déclencher l'émotion qui permettra de se protéger, c'est-à-dire souvent la peur. Cette peur, elle va être déclenchée de manière instinctive et automatique. Et c'est seulement après qu'elle va être traitée finalement par le cortex. Donc le chemin de l'information, c'est donc cerveau reptilien, cerveau limbique et cortex. Donc nous réagissons d'abord émotionnellement avant de réagir raisonnablement. Donc en fait, la plupart du temps, le cortex est en mesure de renvoyer la bonne information vers le cerveau limbique et ainsi calmer l'émotion. Je vais vous donner un exemple très concret, très facile pour comprendre comment ça fonctionne. Imaginez que vous êtes dans la rue, il fait nuit évidemment, et vous ressentez une présence derrière vous. Votre cerveau reptilien va capter cette information. Votre cerveau limbique, lui, va vous envoyer tout de suite une certaine appréhension. Lorsque la personne va vous toucher, votre cerveau limbique va envoyer la peur, une peur qui peut parfois être intense. Et lorsque vous allez vous retourner et que vous allez voir que c'est votre collègue de travail, votre cousin, votre meilleur ami, ben, votre cortex va vous envoyer l'information en vous disant mais t'inquiète pas, tu le connais. Et dans la demi-seconde, voire dans la quart de seconde, eh bien votre cerveau vos émotions vont s'apaiser naturellement. Donc, vous voyez comment ça fonctionne. Alors, par rapport au sujet qui nous intéresse ce soir, on voit que quand on a un problème, un conflit, une séparation, un problème professionnel ou même une petite contrariété, on sent qu'on a besoin, qu'on a envie de manger. Et ben notre cortex, il va venir pour nous dire mais non, c'est pas raisonnable, t'en as pas besoin. Et quand on est motivé, qu'on est, j'allais dire entre guillemets, dans une bonne phase, on va arriver à se raisonner et à ne pas se laisser submerger par les émotions. Alors ça se passe comme ça finalement quand tout va bien. Mais quand les émotions, elles sont particulièrement intenses, le cerveau limbique va déclencher une émotion tellement intense que finalement le cortex, il va être dans l'incapacité de le raisonner.
Et c'est dans ces moments-là, finalement, qu'on va succomber à nos pulsions et qu'on va pas réussir justement à ne pas manger cette tablette de chocolat, à s'arrêter à manger à temps quand on est en train de manger, à ne pas manger des chips aux apéros et ainsi de suite. De plus, ces réponses, elles sont ancrées avec les expériences et avec la répétition. On va le voir après que la notion de répétition est très importante, que ce soit pour ancrer des automatismes, on l'a vu, voilà, toutes ces phrases qu'on a entendues pendant des années en étant enfant, et c'est aussi, la répétition a aussi une grande importance pour modifier des comportements. Donc, si depuis enfant, on nous réconforte avec un bout de chocolat, on nous félicite avec des bonbons quand on a été sage, on nous a calmés avec de la nourriture, et bien, en tant qu'adulte, on a créé des réflexes. On va se consoler, on va se récompenser, on va se motiver avec la nourriture. Et c'est des automatismes qui très souvent sont inconscients et qui ont été mis en place à notre insu. Et ce qui est dingue, c'est que souvent les personnes qui viennent me consulter au cabinet pour perdre du poids, elles ont conscience en fait de elles connaissent ce qu'il faudrait faire. Elles sont lucides en fait sur leurs bonnes, leurs mauvaises habitudes, mais elles savent très bien ce qui est bien, ce qui est pas bien. Mais en fait, la lucidité, c'est ce que je vous expliquais avant avec la nutritionniste qui m'envoie donc des personnes qui proposent des protocoles d'hypnose pour accompagner la connaissance. Et la connaissance, elle suffit pas à maîtriser les émotions. On voit bien que le cortex, là, ne fait plus son travail. Et d'ailleurs, dans l'absolu, on sait tous ce qu'il faudrait faire. Aujourd'hui, on a quand même des connaissances. Voilà, Internet nous offre beaucoup, beaucoup de connaissances. On sait ce qu'il faudrait faire. On sait ce qui est bon, ce qui est mauvais pour notre corps, pour notre poids. Mais c'est pas aussi simple que ça, évidemment. Et donc, l'hypnose, c'est vraiment une technique, vraiment, moi, je trouve, qui est extraordinaire parce qu'elle va réinitialiser les réponses. Comme on l'a vu en hypnose, on va pouvoir mettre en veille certaines zones du cerveau, notamment celles où se trouvent l'hypophyse et l'amygdale, qui sont le centre des gestions émotionnelles et des mémoires émotionnelles. Et donc, le but de l'hypnose, ça va être de modifier les réponses, les comportements et les émotions. Vraiment de se reprogrammer, de réinitialiser tout ça. Donc, si vous avez des questions, n'oubliez pas que je répondrai vraiment à toutes vos questions à la fin de la conférence. Surtout, n'hésitez pas. Alors, j'espère que pour vous, tout ça, c'est clair, que je m'exprime clairement, que c'est fluide pour vous. Surtout, n'hésitez pas à me le dire. Alors là, on va aborder aussi quelque chose que je trouve hyper intéressant et qu'il faut connaître vraiment pour comprendre en quoi l'hypnose peut nous aider. On va parler de la plasticité neuronale. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En fait, c'est comment on peut modifier des automatismes. En fait, on vient donc de voir là, depuis le début, qu'on a mis en place des réflexes, des automatismes. Et ça se traduit finalement dans notre cerveau par des chemins neuronaux. En fait, et la plasticité neuronale, c'est la capacité de notre cerveau à modifier les chemins neuronaux et ainsi modifier les comportements. Donc en fait, la plasticité neuronale, c'est une des découvertes récentes les plus importantes en neurosciences. C'est donc une erreur de dire, par exemple, que c'est dans nos gènes. Tout le monde on est en surpoids dans ma famille, j'ai tendance à manger trop. Alors oui, c'est peut-être vrai. Oui, vous avez peut-être tous vos frères et sœurs, vos parents qui sont en surpoids, mais c'est pas une fatalité. Grâce à cette plasticité neuronale, on peut donc créer de nouveaux automatismes. Ce n'est pas figé dans notre cerveau. Tout peut être modifiable, modulable. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? En fait, il suffit de répéter un comportement souhaité pour qu'il s'ancre et qu'il modifie les chemins neuronaux. Et dans la répétition, il va créer un nouvel automatisme. Alors, les scientifiques s'accordent à dire que pour modifier un comportement qui est ancré depuis très longtemps, il faut le répéter dans le temps. Et une étude récente a montré que pour modifier un comportement et créer un nouveau chemin neuronal, il faut répéter le nouveau comportement pendant 90 jours d'affilée. Alors évidemment, ça peut parfois être plus rapide. C'est une moyenne entre ceux qui arrivent à modifier les choses très rapidement et ceux qui mettent plus de temps. Mais on voit là qu'il y a de toute façon, pour chacun d'entre nous, une notion de répétition qui est hyper importante. Et c'est pour ça que en cabinet, par exemple, quand on fait des séances, des protocoles, quelle que soit la thématique, très souvent, on va donner des exercices après à faire en auto-hypnose pour ancrer les choses, pour que, en fait, si vous voulez, en hypnose, on peut modifier un comportement,
Mais ce qui est important, c'est qu'il perdure dans le temps. Voilà, on ne va pas refaire du yo-yo comme on fait avec tous les régimes qu'on a pu tester. Là, le but, c'est de modifier et de le faire tenir dans le temps. Donc, on utilise en cabinet des exercices d'auto-hypnose. Et on voit aussi là l'intérêt d'avoir des hypnoses en MP3, par exemple, qui permettent de écouter les séances autant de fois que nécessaire pour que le comportement souhaité se mette en place de manière naturelle et automatique. Donc voilà, il y a vraiment cette notion, retenez bien cette notion de répétition, de répétition, de répétition pour que les choses s'ancrent d'une manière comme d'une autre. Voilà, la plasticité neuronale, c'est notre capacité à modifier notre manière de répondre aux choses. Alors je vous disais avant que évidemment on ne peut pas parler d'hypnose sans passer, sans parler du conscient, de la notion de conscient et d'inconscient. Alors le conscient, c'est ce qui est responsable de notre raisonnement logique. C'est notre esprit cartésien, rationnel. Alors notre inconscient, lui, il va assurer 3 fonctions principales. La première, et celle qu'on utilise beaucoup en hypnose, c'est que c'est un immense réservoir de connaissances et de ressources dans lequel on va enregistrer finalement au fur et à mesure de notre vie, de nos expériences, des situations qu'on peut rencontrer, toutes sortes d'images, de sons, de sensations, d'émotions, de savoir-être, de savoir-faire, de capacités. Et grâce à l'hypnose, on va pouvoir aller dans ce réservoir pour rechercher des ressources dont on a besoin au moment présent pour conditionner notre vie future. C'est vrai que quand on vit des choses, voilà, on a énormément d'informations qui nous arrivent. On va garder certaines informations en mémoire, donc en conscience, et puis toutes les autres, elles sont quelque part en nous, pas forcément en conscience, donc elles sont dans notre inconscient. Et par exemple, c'est ça la Madeleine de Proust. Vous sentez une odeur qui vous ramène à une émotion. Cette émotion, elle vous ramène à une situation. Donc, en fait, on a enregistré en nous, on a une mémoire dans notre corps énorme de plein de choses. Et l'hypnose, ça va nous permettre d'aller rechercher ça. Alors, je vais vous donner un exemple concret de comment on utilise ce réservoir de connaissances. Imaginons qu'il y a une personne qui vient au cabinet pour la perte de poids, qui voudrait perdre du poids. Je vais lui poser, la première question que je vais lui poser, c'est est-ce qu'elle a en souvenir un moment, une période de sa vie où elle avait un corps harmonieux, où elle se sentait bien dans sa peau, qu'elle aimait sa silhouette, ou est-ce qu'elle avait un moment dans sa vie, un souvenir où elle avait une bonne hygiène de vie, où elle mangeait bien, où elle était motivée, elle faisait du sport, voilà, une période comme ça où elle était finalement en dehors de cette problématique liée au poids. Donc la personne va me répondre soit oui, soit non. Si elle me répond oui, le principe, ça va être de mettre la personne en état modifié de conscience, donc en hypnose, et d'aller en hypnose au moment de cette période où elle se sentait bien, et d'aller récupérer cette ressource, d'aller récupérer ces capacités, de les remettre au présent, de les réactiver pour qu'elle puisse les réutiliser dans le futur. Donc ça, c'est vraiment une des manières qu'on a de travailler. Si la réponse est non, alors il y a des personnes qui disent bah non, moi depuis que je suis petite, je suis en surpoids, j'ai jamais eu confiance en moi, j'ai toujours eu des problèmes, on m'a jamais appris à bien manger, j'ai vécu des traumatismes, voilà, il y en a beaucoup des personnes comme ça. Donc évidemment, on va pas pouvoir aller rechercher ça dans le passé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la personne en état modifié de conscience, on va créer l'état d'hypnose de la même manière, et par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle capacité. On va créer une nouvelle ressource. On va rajouter une ressource dans ce réservoir de connaissances. Donc ça, c'est vraiment la première manière d'utiliser notre inconscient. La deuxième fonction de notre inconscient, c'est qu'il coordonne et régule nos fonctions biologiques. C'est-à-dire qu'on ne décide pas de respirer, ça va se faire automatiquement. Et enfin, la troisième fonction, c'est qu'il a une fonction qui est très importante également en hypnose, c'est qu'il a une fonction de refoulement, en fait, de déni. Il met à l'écart finalement de notre conscient, donc de notre raison, certaines expériences négatives vécues par les personnes comme traumatisantes. En fait, le refoulement est là vraiment pour nous protéger. De la même manière que, par exemple, au niveau physique, si vous ressentez, par exemple, une douleur trop intense, votre cerveau va, pour vous protéger, faire en sorte que vous allez vous évanouir. Vous allez tomber dans les pommes pour ne pas ressentir cette douleur trop intense et pour vous protéger.
Et donc, en fait, c'est exactement le même fonctionnement, mais au niveau émotionnel. On va nous faire oublier pour continuer à avancer. Donc, en fait, on a des fois des symptômes qui sont au moment présent et on n'a pas forcément la cause de base où ça a été créé parce que on le voit dans les délits de grossesse, on le voit dans plein de maladies. Voilà, on fait des refoulements qui nous protègent à un moment donné. Le problème, c'est qu'on vit malgré tout les symptômes qui ont été créés. Donc voilà, s'il y a une chose vraiment à retenir par rapport à cette notion de conscient et d'inconscient, c'est vraiment cette histoire de réservoir de connaissances où on peut aller rechercher des ressources, mais où on peut aussi aller en créer des nouvelles. Donc ça, vraiment, on l'utilise beaucoup, beaucoup. J'espère que pour vous, tout ça, c'est clair. Pardon. Alors, est-ce qu'il existe des contre-indications à la pratique de l'hypnose? Alors, je les cite rapidement ce soir parce que c'est pas le sujet, mais ça me paraît important quand même que vous le sachiez. Donc, certaines maladies cardiaques, notamment des personnes qui ont de la bradycardie, c'est-à-dire qui ont le cœur qui décélère naturellement, parce qu'en hypnose, on utilise beaucoup de techniques de relaxation et que, voilà, des personnes qui ont tendance à avoir déjà le cœur qui décélère, ça peut être dangereux. Donc, moi, très souvent, je demande un avis médical à un médecin, un avis médical pour des personnes qui ont des maladies cardiaques. La deuxième contre-indication, vraiment importante, c'est des personnes psychotiques, parce qu'en hypnose, on va très souvent se dissocier. C'est ce que je vous disais, en fait, le principe de l'hypnose, c'est qu'on va pouvoir aller, par exemple, réparer un traumatisme, et le but, c'est pas de revivre le traumatisme en hypnose. Évidemment, si quelqu'un vient parce qu'elle a été violée et qu'elle veut s'en sortir, on va pas la mettre en hypnose et la faire revivre son viol. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la dissocier pour qu'elle puisse voir la situation et modifier la réponse en lien au niveau émotionnel à ça. Donc, une personne psychotique qui a été diagnostiquée paranoïaque ou schizophrène ou bipolaire, et ben là, des personnes qui se dissocient déjà par leur maladie, ça peut vraiment devenir dangereux. Donc, on ne va pas pratiquer d'hypnose pour des personnes psychotiques qui n'ont plus de lien avec la réalité. Et enfin, certaines formes d'anorexie mentale, surtout les formes sévères d'anorexie, pour les mêmes raisons que les personnes qui ont des problèmes cardiaques, parce que finalement, le plus grand danger de ces formes d'anorexie, c'est l'arrêt cardiaque. Donc, on va éviter pour des personnes qui souffrent d'anorexie mentale. Voilà pour les contre-indications rapidement. Je ne rentre pas trop dans le détail parce que vous n'êtes pas là pour ça ce soir. Mais voilà, c'était important quand même de les connaître. Alors, qu'est-ce que ça apporte au quotidien? Évidemment, énormément de choses. Je ne vais pas vous dire le contraire. Alors, l'hypnose, c'est vraiment un outil magique dans la vie de tous les jours pour maîtriser ses pulsions, ses compulsions, maîtriser ses envies, ses besoins, ne pas se jeter sur la nourriture, apprendre à manger moins, apprendre à manger mieux, être attiré par des produits sains, être dégoûté par certains aliments qui nous posent problème. Voilà, toutes ces petites choses qu'on vit tous au quotidien. Ça permet vraiment de maîtriser toutes ces petites choses. C'est également un outil thérapeutique pour nous libérer de nos blocages, de nos automatismes, de nos réflexes conditionnés, de nos traumatismes. C'est ce que je vous disais avant, hein. C'est ce qu'on a expliqué juste à présent. On peut vraiment modifier des petites choses au quotidien, mais on peut aussi aller travailler des choses beaucoup plus profondes qu'on a créées et qui sont associées finalement à notre mode de fonctionnement par rapport à la nourriture. Et c'est également un outil qui permet de nous faire du bien personnellement. Parce que ça aussi, moi, dans mes protocoles d'hypnose, il y a toujours un moment où on va travailler sur le côté émotionnel et pas que en lien avec la nourriture, c'est-à-dire la confiance en soi, apprendre à aimer son corps. Très souvent, les personnes qui maigrissent ou qui grossissent ont du mal à s'accepter telles qu'elles sont, à voir le changement, être à nouveau bienveillant avec soi-même. Et voilà, donc, et aussi à se féliciter parce que voilà, on met en place des choses en hypnose et à un moment donné, une fois que les choses commencent à se mettre en place, c'est aussi bien de se féliciter en disant, bah voilà, c'est déjà bien ce que tu as mis en place, il faut faire perdurer ça dans le temps. Donc voilà, de quelle manière, qu'est-ce que ça peut vraiment apporter au quotidien? Il y a vraiment ces trois éléments-là. Alors, je vais vous donner un ou deux exemples concrets là de mise en situation parce qu'on m'en a fait la demande.
lors d'une précédente conférence. Alors, bon, je vous en ai donné 2 parmi tant d'autres. Alors, Sophie était venue me voir pour une addiction au chocolat. C'est quelque chose qui revient énormément. Et c'est normal aussi parce que le chocolat, il se passe des choses concrètement dans le cerveau. Quand on mange du chocolat, c'est un antidépresseur, ça crée de la dopamine. Donc, voilà, il se passe quelque chose. Hein. On n'est pas faible parce qu'on n'arrive pas à se passer de chocolat. C'est bien plus compliqué que ça. Et cette personne, elle est venue me voir parce qu'elle n'arrivait pas à se défaire de son addiction pour le chocolat. Et parfois, elle mangeait tout au long de la journée, plus le soir quand elle se posait devant la télé. Et elle me disait que des fois, elle arrivait à se contenir pendant la journée, mais arrivée le soir, elle mangeait une tablette entière, si c'est pas 2. Et ça devenait vraiment une obsession. C'est-à-dire qu'à force, en fait, tous les soirs, elle se disait comme les fumeurs. Tous les soirs, elle se disait demain, je mange pas de chocolat. Et en fait, à force de se dire ça, bah, elle ne focalisait que là-dessus. Et finalement, elle ne pensait qu'à ça. Donc, c'était devenu vraiment pour elle une obsession. Et dans son protocole, on a vraiment reprogrammé son subconscient pour qu'il comprenne que le chocolat n'est ni un besoin, ni un plaisir extrême, que c'est juste un aliment parmi tant d'autres. Et aussi, ce qu'on a beaucoup travaillé, c'est réapprendre à apprécier. Parce que finalement, on s'est rendu compte qu'elle le mangeait devant la télé sans même se rendre compte qu'elle en mangeait. Ça ne prenait même plus finalement de plaisir. Et donc, on lui a réappris, on a réappris à son subconscient de réapprendre à aimer le goût, à retrouver la texture, l'odeur, vous voyez, la saveur, vraiment prendre conscience à manger. Et si vraiment on arrive à remettre ça en place, on a besoin de beaucoup moins de quantité pour prendre du plaisir. Et en fait, c'était marrant quand elle était venue me voir parce que, en fait, elle, justement, Catherine, elle dit, moi, je voudrais être dégoûtée du sucre. Ben, elle me disait, mais vous savez, moi, je sais qu'en hypnose, on peut vraiment se dégoûter de certains aliments. C'est vrai qu'on fait ça par rapport, ça peut être une technique, hein, on le fait beaucoup par rapport à la cigarette. On associe, par exemple, la cigarette à un aliment qu'on déteste, qui donne la nausée. Et après, on dit, à partir de maintenant, fumer une cigarette, c'est comme si vous mangez ça. Et donc, elle voulait pas être dégoûtée. Elle me disait, je ne veux pas, je veux garder ce plaisir dans ma vie, mais je veux plus que ce soit une obsession. Donc, en fait, on a vraiment travaillé ça pour qu'elle puisse continuer à manger son petit carreau de chocolat le soir, mais sans que ce soit obsessionnel à longueur de journée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, d'ailleurs, elle mange maintenant du chocolat à 80%, alors qu'avant, elle mangeait du chocolat au lait. Vous voyez, on a vraiment modifié son rapport au chocolat. Donc ça, c'était pour le premier exemple. Ensuite, Philippe était venu me voir parce que il mangeait en trop grande quantité. En fait, on a vraiment travaillé sur la notion de satiété. Il n'était plus en fait à l'écoute de son corps. Il n'arrivait plus finalement à juger quand est-ce qu'il avait assez mangé, quand il avait trop mangé. Et même lorsqu'il sentait, il ne pouvait pas s'empêcher de continuer à manger. C'est-à-dire que c'est comme s'il était déconnecté en fait. Il y avait une déconnexion entre son corps et son esprit. Il arrivait plus à savoir la quantité qu'il était censé manger. Et c'est souvent après, quand il avait des problèmes de digestion, qu'il se disait, bah voilà, j'ai de nouveau trop mangé. Donc, il mangeait beaucoup trop et donc, il prenait du poids. Donc, le principe, ça a été vraiment de retrouver cette notion de satiété, de le reconnecter à son corps et de lui apprendre à manger en quantité juste nécessaire pour son corps. Voilà. Alors évidemment, j'ai des centaines d'autres exemples. Hein. Je vous ai dit, ça fait 11 ans que je fais ça en cabinet. La perte de poids, c'est une des thématiques que je pratique le plus. C'est vrai parce que c'est de plus en plus reconnu, hein, la cigarette, la perte de poids. Voilà, j'ai énormément de personnes qui viennent pour ça. Moi, j'ai rencontré plus de 1000 personnes, j'ai fait plus de 3000 séances d'hypnose et beaucoup ont été en lien avec la nourriture. Donc là, voilà, je n'allais pas en mettre 15 000 des exemples parce qu'il y en a tellement. Si vous avez des questions par rapport à des sujets précis, n'hésitez pas à me poser vos questions. Là, je vous en ai donné 2 vraiment, voilà, pour vous donner un exemple. Alors, je vais vous présenter en quelques mots mon protocole parce que j'ai créé un protocole. En fait, c'est le protocole que j'utilise en cabinet. Et comme en ce moment, je ne peux pas recevoir en cabinet, j'ai créé un protocole avec des hypnoses MP3. Donc, le but est de travailler sur les différentes facettes. On l'a vu, hein, il y a différentes facettes. Et en fait, le principe, c'est vraiment de travailler donc ces différentes facettes de manière progressive et en fait de vous accompagner au quotidien. Le protocole est conçu comme un processus.
C'est un protocole d'hypnose, donc je vous disais en MP3. Alors, comment il est structuré? Il est en fait composé de 5 séances. Voilà, on le voit. Hop, voilà. Il est composé de 5 séances. Alors, la première séance, c'est retrouver la satiété. Pour moi, ça me paraît la base de la base, c'est-à-dire réapprendre à écouter son corps, les signaux de son corps, la juste quantité, et donc ça va faire en sorte de baisser les quantités. Ça, c'est pour moi, c'est quasiment comme ça que je commence tous les protocoles. Parce que aujourd'hui, on mange plus en conscience. Aujourd'hui, on mange devant la télé, on discute. Voilà, il y a quelque chose en lien avec la satiété qui est plus du tout là. Donc, pour moi, c'est le premier travail à faire. La deuxième séance, c'est vraiment un rééquilibrage alimentaire. C'est-à-dire que là, on travaille, le principe, c'est de mettre en place des nouveaux automatismes pour être attiré par des aliments sains, aller plus facilement vers des aliments sains, ou au contraire, s'éloigner spontanément, naturellement de produits qui sont pas bons pour notre corps ou de produits qui sont riches en calories. Et dans cette séance, on va vraiment réapprendre à les textures, les odeurs, voilà, réapprendre à manger plus lentement. Voilà, on est vraiment dans un rééquilibrage alimentaire. La troisième séance, c'est vraiment perdre du poids. Voilà, c'est vraiment vous aider à vous libérer des tissus graisseux, des cellules graisseuses. Et on va faire un petit exercice d'auto-hypnose que vous allez pouvoir réactiver pour vous aider vraiment à vous débarrasser de vos kilos en trop. La quatrième séance, voilà, c'est une séance hyper importante. Évidemment, je ne pouvais pas ne pas en mettre une dans un protocole, c'est arrêter de manger ses émotions. Modifier des comportements qui sont problématiques. C'est-à-dire qu'on va modifier des comportements qui sont négatifs, on les connaît, et on va les transformer en des comportements positifs. Donc, on va arrêter de manger nos émotions. Et enfin, la cinquième séance, je vous l'ai dit aussi, c'est changer son image de soi et apprendre à aimer son corps. Être à nouveau bienveillant, prendre conscience de ce qui a été mis en place pendant les 4 séances d'hypnose qui ont précédé, se féliciter des changements qui sont en train de se mettre en place. Et plus on va avoir confiance en soi, plus on va avoir ce rapport à soi et plus les choses vont se mettre en place facilement et vont pouvoir perdurer dans le temps. Donc, le principe est simple. Vous avez accès à votre espace privé avec vos hypnoses. La première semaine, vous écoutez la première séance. Idéalement, plusieurs fois, vous l'avez compris. Pourquoi cette notion de répétition? Puis, au bout de 7 jours, la deuxième hypnose se débloque. Vous avez accès donc au rééquilibrage alimentaire pour l'écouter. Puis, la troisième séance se déclenche au bout d'une semaine et ainsi de suite. Donc, tous les 7 jours, vous avez une hypnose finalement qui s'active. C'est vraiment un processus. On change les choses au fur et à mesure et on met en place des nouveaux automatismes au fur et à mesure. C'est un processus sur 5 semaines qui a été conçu vraiment pour vous permettre d'intégrer les choses en douceur et petit à petit. Si on veut que ça perdure dans le temps, il faut mettre les choses tranquillement en place. Et finalement, 5 semaines sur l'échelle d'une vie, c'est pas grand-chose. Donc le processus, c'est encore une fois de travailler sur les différentes facettes de la gestion du poids, c'est-à-dire la satiété, la quantité, la qualité, la perte de poids, l'aspect émotionnel, les automatismes et la confiance en soi. Nous, en fait, dans ce protocole, on englobe déjà les différentes problématiques principales qu'on rencontre tous finalement. Et au terme du protocole, vous aurez accès à l'ensemble des hypnoses. C'est-à-dire que votre protocole, après, il vous appartient en vie, c'est vos hypnoses. Et vous pourrez donc y revenir sur les hypnoses dont vous avez encore besoin. Autant de fois que nécessaire pour que les choses s'ancrent. Le but, c'est que les changements s'ancrent, deviennent naturels et automatiques. Et en suivant vraiment le protocole, tranquillement, vous saurez à nouveau écouter votre corps et vous saurez spontanément de quelle séance vous aurez encore besoin par la suite, si besoin. Donc, si vous avez des questions sur l'hypnose ou sur le protocole, là, on va arriver bientôt à la partie questions-réponses. Donc, surtout, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Donc, vous vous demandez certainement combien coûte ce protocole. Alors, il faut savoir qu'une séance d'hypnose, une séance chez un hypnothérapeute, ça varie entre 60 et 120 euros. Alors, moi, je propose des consultations entre 70 et 90 selon la thématique. Alors, pour le poids, ma première séance, c'est 90 euros. Puis après, 70 euros les suivantes.
Donc, on va prendre une fourchette basse, une moyenne de 80 euros. Il faut savoir que l'hypnose, c'est considéré comme une thérapie brève, même quand on parle de nourriture. Mais quelle que soit la thématique, on parle néanmoins en termes de protocole, justement pour travailler ces différentes facettes. C'est très rarement unique aux âges. Donc, un protocole de perte de poids en cabinet, c'est composé vraiment au plus bas de 4-5 séances. Donc, ça fait 90 plus 4 fois 70 euros, on est presque à 400 euros. Évidemment, le protocole en ligne que je propose ne coûte pas une telle somme. Et j'ai décidé vraiment de soutenir toutes les personnes que je suivais au cabinet. À la base, je l'ai vraiment fait pour les personnes que je suivais au cabinet. Et puis, j'ai eu de plus en plus de demandes. Et donc, j'ai décidé de mettre en place une remise sur mon protocole. Donc, à la base, le protocole, je l'avais proposé, donc un protocole qui comprend les 5 séances d'hypnose en MP3, je l'avais proposé à 149 euros. Et après, suite au confinement, j'ai décidé de baisser un peu ce prix pour que ce soit plus accessible. Et j'ai baissé le prix à 97 euros. Donc, soit 5 séances complètes d'hypnose, quasiment finalement au prix de ma première séance au cabinet. Alors, je sais que pour certains, malgré tout, 97 euros, c'est une somme. J'en ai bien conscience. Et c'est pourquoi j'ai mis en place une facilité de paiement. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de payer en 1, 2, 3 ou même 4 fois sans frais. Soit par carte bleue, soit par PayPal, qui sont des paiements sécurisés. Et comme promis, pour vous remercier d'avoir suivi cette conférence, je propose en plus pour tous les participants et les inscrits à la webconférence, finalement, une période d'essai de 48 heures pour accéder au protocole et découvrir l'ensemble des chapitres d'hypnose. Et donc, vous pourrez ainsi expérimenter. Le principe, c'est vraiment d'essayer gratuitement pendant 48 heures. Et après, vous faites ce que vous voulez. Soit vous trouvez ça génial, vous continuez, ce que j'espère, soit vous m'envoyez un mail en me disant que vous voulez vous désinscrire. Donc, en fait, vous ne payez pas un seul euro avant d'avoir pu ressentir vraiment la puissance de l'hypnose et vraiment de découvrir tout le protocole. Et aussi de vous rendre compte, parce que c'est aussi une appréhension de beaucoup de personnes, de vous rendre compte de la simplicité de suivre ce protocole en ligne. Donc, pour retrouver ces séances d'hypnose et pour bénéficier de cette période d'essai de 48 heures, vous avez juste à cliquer sur le lien que je vais lancer maintenant. Voilà, je vais vous le lancer ici. Hop. Voilà. Donc, il vous suffit en fait de cliquer sur le petit lien « Je profite de ma période d'essai » et là, vous allez pouvoir tester l'hypnose vraiment gratuitement pendant 48 heures. Voilà. Ça, c'est le petit plus que je propose en ce moment. Donc, voilà comment ça se passe. Quand vous arrivez dans votre interface, vous voyez les progressions, combien de temps vous avez passé, vous voyez tout votre protocole avec une introduction, évidemment, une conclusion et les différents chapitres avec les cinq hypnoses. Ensuite, vous voyez ici quand vous rentrez dans l'hypnose, là, c'est arrêter de manger ses émotions. Vous avez une petite partie explicative si vous avez quelque chose à faire avant ou après, voilà, des choses à faire. Donc, je vous explique un peu. Et ensuite, vous pouvez télécharger. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez écouter vos séances d'hypnose, soit sur téléphone, sur votre tablette, sur votre PC. Vous pouvez les télécharger si vous avez un lecteur MP3. Voilà, c'est très facile. Il vous suffit de cliquer dessus et l'audio se lance. Et vous avez une partie bloc-notes si vous voulez prendre des notes. Voilà, donc voilà pour le protocole. Donc en résumé, vous avez accès à votre protocole de 5 séances pendant 48 heures pour profiter de la première séance et puis après vous décidez tout simplement de la suite. Voilà. Et en bonus, j'ai rajouté aussi une séance sur le lâcher-prise et une séance sur la vitalité parce qu'on en a tous besoin en ce moment. Donc, je me suis dit que c'était un petit cadeau en plus que j'offre en plus du protocole sur le poids. Voilà pour mon protocole. Surtout, n'hésitez pas à tester. Voilà. Et pour ceux qui n'ont jamais expérimenté, ça peut aussi être une première approche de l'hypnose. Voilà, alors maintenant, ce que je vous propose, c'est peut-être de passer à la partie questions-réponses. Si vous avez des questions sur ce que j'ai dit pendant toute la conférence, si vous avez d'autres questions personnelles, surtout n'hésitez pas. Hein. On est entre nous ce soir, même si on est… Voilà. Surtout, n'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous viennent, qui vous viennent en tête. Encore une fois, il n'y a pas de questions bêtes. Donc, je suis là pour répondre à vos questions. Surtout, n'hésitez pas. Alors, je vais peut-être me mettre en plein écran, comme ça, hop, voilà, il n'y a plus PowerPoint, ça sera peut-être mieux.
Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, Céline, si je peux être dégoûtée du chocolat et m'imaginer avoir un petit... Ça serait pas... Ben ouais. Alors, Céline, c'est la première séance, justement. La première séance du protocole, c'est vraiment essayer de réduire les capacités de son estomac, manger en moins grande quantité et comme dit, essayer de réécouter les signaux de son corps parce que la satiété, c'est quelque chose de naturel, en fait. On l'a perdu parce que nos habitudes alimentaires, parce que notre vie ne nous permet plus de manger en conscience, mais la première séance du protocole, c'est ça. Alors, les séances, elles durent entre 30, je crois que la plus courte, elle dure 33 minutes et la plus longue, 50 minutes. Voilà, en gros, c'est à peu près le type de séance qu'on peut proposer en cabinet. Alors, Laurence, on peut l'écouter autant de fois que nécessaire. Et c'est pour ça que je vous parle je vous disais que c'est génial les hypnoses en MP3 parce que vous allez pouvoir, il n'y a pas de, l'idéal c'est de l'écouter jusqu'à, autant de fois que vous ressentez que vous en avez besoin. Après, il n'y a pas d'obligation, vous n'êtes pas obligé d'écouter, c'est pas un travail à faire tous les jours, il faut que vous écoutiez votre hypnose. C'est vraiment, vous verrez, de toute façon, l'hypnose c'est un bien-être. Les gens me disent, c'est génial parce que non seulement je travaille quelque chose de profond, mais en plus, je me fais du bien parce que l'hypnose, c'est se détendre, c'est se calmer, c'est lâcher prise. Donc, vous verrez, ça va énormément vous faire du bien. L'idéal, c'est effectivement de réitérer les écoutes pour que ça s'ancre vraiment profondément et que les changements perdurent dans le temps. Mais si vous sentez à un moment donné que vous avez besoin d'une petite piqûre de rappel, vous revenez sur votre séance et vous la réécoutez. Les séances vous appartiennent à vie. Et ce qui est bien aussi, c'est que même les mises à jour après au niveau du protocole, si je décide demain de rajouter une séance ou de modifier une séance pour faire je sais pas quoi que ce soit, et ben vous aurez accès, vous aurez un mail en vous disant Pamela vient de rajouter une hypnose ou voilà, vous avez vraiment la mise à jour à vie de votre protocole. Alors, Catherine, est-ce qu'on peut ne pas être réceptif? Alors, ça, c'est vrai que la réceptivité, c'est vraiment quelque chose qu'on me pose. C'est une question qui revient très souvent. En fait, moi, je ne parlerai pas vraiment en termes de réceptivité ou non réceptivité. Je parlerai plutôt en termes de degré de réceptivité. C'est-à-dire que, en fait, les études ont montré qu'il y a 10% de la population qui sont très, 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 très réceptifs et 10% de la population qui sont très peu réceptifs. Et donc 80% qui sont plus ou moins réceptifs. En fait, moi, si vous voulez, ça fait donc 11 ans que je fais ça. J'ai dû rencontrer 4-5 personnes, allez, 6 peut-être, où vraiment c'était pas possible de travailler en hypnose. Pour toutes les autres, eh bien, encore une fois, c'est pour certaines personnes qui sont très réceptives, on va faire une ou deux séances et on va vraiment voir des changements radicaux, exceptionnels se mettre en place. Et pour d'autres personnes, pour atteindre les mêmes objectifs, les mêmes changements, il va falloir des fois 4, 5, 6 ou même 7 séances. Vous voyez, c'est plutôt en termes de degré de réceptivité. Et encore une fois, les hypnoses en MP3 ou les exercices d'auto-hypnose qu'on peut donner en cabinet, ça sert à ça. Ça sert à faire en sorte que les personnes qui sont peut-être moins réceptives ancrent les choses de la même manière, mais il leur faut juste un tout petit peu plus de temps. Et c'est pour ça que tout le monde n'est pas réceptif à l'hypnose de spectacle. Il y a des gens qui rentrent dans l'hypnose en quelques secondes, qui sont hyper réceptifs et ils font monter sur scène que ceux qui sont hyper réceptifs. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas réceptif, ça veut dire qu'il faut plus de temps, plus de technique pour vous faire lâcher prise, quoi. Alors l'efficacité, elle est par rapport au format en ligne et le format en cabinet. Moi, j'ai eu des excellents résultats en cabinet, mais j'ai également des excellents résultats en MP3. Je reçois tous les jours en ce moment. Je peux même vous les partager. Après, je me suis dit bon, voilà, mais j'ai eu des témoignages et des témoignages. Et d'ailleurs, si vous allez sur mon Facebook, là, j'ai pas mal de témoignages de personnes qui me disent ah bah j'ai testé, c'est génial. Et hier, j'ai reçu un petit mail d'une personne qui me disait que voilà voilà que ça fonctionnait bien. Donc j'ai vraiment des retours très très positifs sur le protocole. En fait, c'est le même type de séance que ce que je peux proposer au cabinet avec l'avantage de pouvoir réécouter les séances. Donc j'aurais presque tendance à dire que ça peut que mieux fonctionner. Enfin, non, parce qu'après, ou alors les gens sont obligés de revenir au cabinet pour refaire une séance quand les choses sont pas bien ancrées, vous voyez.
Oui, alors Fabienne, le protocole est le même pour tout le monde alors que nous avons tous nos expériences, évidemment. Alors ça, c'est une très très bonne question, elle est très 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 pertinente en fait. Effectivement, moi c'est vrai que je propose très souvent des séances personnalisées. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de la faire, de mettre en place des hypnoses pour que tout le monde puisse s'y retrouver. C'est-à-dire que par exemple, quand je vous disais qu'il y a une séance où on va modifier nos mauvais comportements et on va ancrer des bons comportements, il y a un exercice à faire en amont où je vais vous demander de lister vos comportements, de prendre conscience de ce que vous voulez plus, qu'est-ce que vous voulez changer, quels sont les comportements dont vous souhaitez vous libérer et qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Et en fait, chacun, dans l'hypnose que je vais proposer, va mettre en place ce que lui, il a besoin. Donc voilà, en fait, c'est une hypnose, mais chacun d'entre vous va la vivre différemment. J'ai vraiment fait en sorte que chacun puisse s'approprier les séances que j'ai faites parce que effectivement, on est tous différents, on n'a pas tous les mêmes besoins. La satiété, par exemple, ça c'est une hypnose où c'est quasiment la même chose pour tout le monde, c'est-à-dire retrouver les signaux de son corps, s'imaginer son estomac, faire en sorte qu'il ne prend que ce qu'il a besoin. Ça, évidemment, on est tous égaux. Et effectivement, en fonction de nos histoires, on peut avoir des besoins spécifiques. Et donc, j'ai fait en sorte de créer des hypnoses où tout le monde va pouvoir se retrouver, tout le monde va pouvoir s'approprier la séance. Voilà. Alors, Déborah, si on a déjà testé l'hypnose, mais que cela n'a rien fait, est-ce que votre protocole est-il plus fort? Je ne peux pas vraiment répondre à cette question. C'est-à-dire que l'hypnose, vous savez, c'est aussi une question de feeling avec le thérapeute, c'est une question de voix, c'est une question de cadence, c'est une question de type d'hypnose, c'est ce que je vous disais. Il y a différents types d'hypnose. Il y a certaines hypnoses où vous arriverez mieux à lâcher prise que d'autres. Il y a certaines voix qui vont vous permettre plus de lâcher prise. Donc, moi, je pense que l'hypnose, ça s'expérimente. Et j'ai des fois des personnes au cabinet qui viennent vraiment sceptiques en me disant, moi, j'ai déjà testé, ça n'a jamais marché, et puis ça va fonctionner. Et inversement, des gens qui sont venus chez moi en disant, ah ben voilà, c'était génial, et qui ont pas forcément revécu la même chose. Donc ça s'expérimente vraiment. Et c'est pour ça aussi que je propose cette période d'essai, c'est pour tester. C'est pour tester si ma voix vous convient, si le rythme de ma voix vous convient, si la séance en tant que telle, elle vous fait du bien, vous le sentirez tout de suite. Donc les 48 heures d'essai, là, sans payer, c'est aussi pour ça. Donc ça se teste, ça s'expérimente. Alors Muriel, si on s'endort pendant la séance, c'est pas du tout grave. C'est-à-dire que votre inconscient, lui, va faire son travail. Et d'ailleurs, je le dis dans les protocoles, il y a certaines séances où c'est bien d'être à l'écoute. Je les ai fait justement moins longues, c'est-à-dire la partie induction, où on induit l'état d'hypnose est plus léger. C'est ce que je vous disais au tout début de la conférence. Il y a des hypnoses très légères, il y a des hypnoses plus profondes, et en fonction de ce qu'on veut, on va la faire plus ou moins profonde. Et il y a certaines séances où c'est pas du tout problématique que vous vous endormiez parce que votre cerveau va prendre des suggestions, il va les ancrer, votre subconscient va faire son travail. Et par contre, il y a d'autres séances où on est plus dans la visualisation, où là, on a plus besoin que vous soyez à l'écoute. Là, j'ai fait en sorte de mettre en place des inductions plus légères pour que vous restiez à l'écoute malgré tout. Et puis, si jamais ça arrive, voilà, il n'y a pas de danger, quoi. Alors, j'ai déjà fait de l'hypnose. Alors, je relis les questions en fait, parce que les personnes qui vont voir la conférence en replay n'ont pas toujours accès au chat. Donc, j'ai déjà fait de l'hypnose et j'ai souvent du mal à en sortir sans aide. J'ai quelques craintes au sujet de l'auto-hypnose. Est-ce que quand la voix s'arrête, on peut en sortir facilement? Alors, c'est vrai que moi, ça m'est arrivé très, très, très rarement de devoir toucher quelqu'un pour qu'il se réveille. En général, quand on dit à trois, vous serez de nouveau présent, bah, ça se passe. Maintenant, moi, des fois, je dis à des personnes qui ont suivi le protocole, qui avaient cette crainte-là, je leur dis, bah, vous regardez le temps d'hypnose. Au pire, vous mettez un réveil quelques minutes après. Si jamais vous n'arrivez pas à vous réveiller, bah, vous vous réveillez avec un réveil. Vous voyez, ça, c'est une possibilité. Mais il n'y a aucune, voilà. Normalement, vous êtes censé suivre ce qui se passe et vous réveiller quand je vous réveille. Voilà. Donc, mais si vous avez des appréhensions, bah, il vous suffit finalement de mettre un petit réveil et voilà, ça résout votre problème.
Et comme ça, au moins, vous pouvez vraiment lâcher prise et vous laisser aller. Parce que si vous avez peur, avant même de commencer, de vous dire, mais si jamais je lâche complètement et tout, il y a déjà un biais qui se met en place. Donc, pour enlever ce biais, bah, vous mettez un petit réveil et comme ça, de toute façon, vous connaissez la durée de l'hypnose puisque le MP3, vous l'avez. Donc, vous pouvez faire ça comme ça. Alors Valérie, j'ai pas axé sur le sucre pour le coup, mais par contre, par exemple, dans la troisième séance, là où on va essayer de modifier un comportement, vous pouvez très bien axer sur le sucre. C'est-à-dire que avant, vous allez vraiment définir ce que votre objectif de la séance, et donc vous allez vraiment travailler là-dessus. Après, c'est pas j'ai évidemment des séances complémentaires. J'ai des personnes qui suivent le protocole et qui veulent une séance en plus sur le chocolat, une séance en plus sur le sucre. Donc après, je fais des petites séances additionnelles comme ça pour ceux qui en ont besoin. Mais je n'ai pas fait exprès parce que tout le monde n'a pas cette problématique. Là, j'ai créé un protocole. Je pense que c'est les 5 séances dont tout le monde a besoin. Si on a besoin de perdre du poids, il faut faire ces 5 séances, c'est la base. Et après, si malgré tout, on a encore des petites choses où on veut aller un peu plus loin, à ce moment-là, on peut travailler sur des choses un peu plus précises. Mais pour moi, c'est déjà la base. Et encore une fois, il y a des séances que vous allez adapter en fonction de vos besoins à vous. Donc, vous allez pouvoir vraiment travailler sur le sucre si c'est votre problématique. Bah oui, il y a des résultats, Elisabeth, évidemment, sinon je ne serais pas là. Oui, oui, non, mais c'est vrai, il y a des très bons résultats. Ça se passe bien, je suis très satisfaite, j'ai énormément de retours sur les mails. Alors c'est vrai que moi j'ai une formation à côté en auto-hypnose, donc j'ai pas mal de stagiaires de ma formation qui ont testé le protocole, donc j'ai beaucoup de retours parce qu'on se connaît mieux et qu'on communique, on a un groupe privé Facebook. Si ça vous intéresse d'ailleurs de découvrir la technique de l'auto-hypnose, voilà, c'est aussi une formation en ligne. Bon, c'est beaucoup plus complet, hein, c'est 6 heures, c'est pas que sur le poids, c'est sur toutes les thématiques. C'est vraiment apprendre à créer ses propres séances, à s'approprier la technique. Donc, si ça vous intéresse, voilà. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de résultats par ce biais-là parce que bah, les gens, je les connais un peu et voilà, on communique plus facilement. Et j'ai reçu énormément de mails et et oui, il y a des résultats vraiment positifs. Et dès les premiers jours, c'est pour ça aussi, les 48 heures, moi je sais que j'ai très souvent un petit mail au bout d'une journée en me disant j'ai déjà écouté 2 fois, ça m'a fait du bien, je ressens immédiatement les bienfaits. Donc voilà. Alors Catherine, sous antidépresseur, est-ce que ça marche? Bien sûr. Il n'y a aucune contre-indication à pratiquer l'hypnose en parallèle d'un traitement quel qu'il soit. Non, non, pas du tout. Vous savez, l'hypnose, c'est une technique qui est naturelle. Donc, il n'y a aucune contre-indication si vous avez des médicaments chimiques. Voilà. Donc, au contraire, ça va vous faire énormément de bien parce que l'hypnose, ça fait du bien. Ça calme, ça apaise, c'est ce qu'on a vu dans les ondes cérébrales ralentissent, le rythme cardiaque ralentit, on lâche prise, c'est un bien-être vraiment profond, quoi. Donc, si vous êtes sous antidépresseur, ça va vous aider à dormir, ça va vous aider à gérer vos angoisses. Voilà, l'hypnose, ça sert aussi à ça, quoi. Bah, si vous avez déjà testé Carla, il y a plusieurs raisons qui ont fait peut-être que ça n'a pas marché. Soit c'est encore une fois, c'est une question de feeling avec le thérapeute, c'est une question de technique. On n'utilise pas tous les mêmes techniques. Donc moi, je peux pas dire que c'est mieux ou moins bien qu'un autre puisque je ne sais pas ce que vous avez fait. Est-ce qu'il utilisait de l'hypnose ericksonienne, de l'hypnose mixte, de l'hypnose humaniste? Vous voyez, voilà. Et puis on a chacun nos techniques. Moi, c'est vrai que comme ça fait longtemps que je fais ça, je me suis vraiment appropriée, j'ai créé maintenant ma manière à moi de fonctionner avec mon expérience, avec ce que j'ai pu vivre avec les personnes qui m'ont consulté chez moi. Maintenant, est-ce que c'était le bon moment pour vous à ce moment-là? Est-ce que chez un hypnothérapeute, justement, il n'y avait pas cette notion de répétition? Est-ce qu'avec des hypnoses MP3, vous allez pouvoir répéter et donc ça va mieux s'ancrer? Je peux pas vraiment répondre à ça, en fait. C'est un peu difficile parce que je ne sais pas ce que vous avez fait avant. Donc, je ne sais pas ce qui est différent, moins bien, mieux que ce que j'ai pu faire. Voilà, encore une fois, la seule manière de répondre à cette question, ça serait de tester. Je ne peux pas vraiment vous répondre. Oui, donc Cathy, j'ai répondu. Hein, effectivement, vous pouvez très bien faire de l'hypnose. Au contraire, si vous êtes, voilà, si vous avez des antidépresseurs, des anxiolytiques, l'hypnose, ça peut que vous faire du bien. L'hypnose, c'est écologique, c'est pour la personne, c'est naturel, ça fait du bien, ça vous apaise, c'est génial.
Alors, Cathy, comment les séances sont mises en place? Elles sont mises en place comme vous le voulez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous inscrivez, vous avez la première séance qui s'active à l'heure où vous vous inscrivez. Et 7 jours après, vous avez la deuxième qui s'active. Donc, vous les écoutez quand vous voulez. Vous les écoutez le jour que vous voulez. Évidemment, c'est des séances individuelles. Donc, vous les écoutez quand vous voulez. Il n'y a pas de, j'ai pas mis en place un protocole aussi complet, quoi, de vous dire vous devez l'écouter à cette heure-ci parce qu'on a tous des vies différentes. Donc, en fait, à partir du moment où l'hypnose est activée, bah, vous l'écoutez quand vous voulez, tout simplement. Alors, en fait, comment ça se passe? En fait, ce soir, si ça vous intéresse, vous vous inscrivez, vous cliquez sur le bouton je veux tester mes 48 heures. Vous accédez immédiatement, en fait, vous recevrez un mail. Donc là, vous ne serez pas prélevé. Hein. Ce soir, on vous demande vos coordonnées bancaires simplement pour vous inscrire et vous aurez un prélèvement de 0 €. Pendant 48 heures, vous avez donc accès à votre espace privé, c'est-à-dire que vous allez recevoir un mail avec vos identifiants, vos mots de passe. Et donc, vous allez pouvoir accéder à l'ensemble du protocole, tous les chapitres d'hypnose, et vous allez pouvoir tester la première séance, c'est-à-dire la séance sur la satiété. Et ensuite, pendant ces 48 heures, si ça vous plaît, tant mieux. Et au bout de 48 heures, eh ben, vous continuez et les séances vont se débloquer dans l'ordre que j'ai mis en place. Et si jamais vous voulez arrêter, ben, il vous suffit d'en m'envoyer un petit mail en disant « Je souhaite arrêter », vous serez désinscrit et ça s'arrête là. Vous choisissez, il n'y a rien de plus simple. Je vais vous donner d'ailleurs mon mail, comme ça vous le notez, mais de toute façon, vous l'aurez puisque quand vous vous inscrivez, vous recevez un mail avec vos identifiants, vos mots de passe, donc vous avez toutes les coordonnées. Il vous suffit, dans la période, de me dire, voilà, bah, merci de me désinscrire, je ne vous demanderai rien, voilà, je vous désinscris tout simplement. Est-ce que vous pouvez l'utiliser pour l'offrir à votre maman? Ça, c'est toujours compliqué parce que effectivement, normalement, voilà, si une personne l'achète et qu'il la file à toute sa famille, normalement, dans les conditions générales de vente, quand on s'inscrit, on s'engage à ne la garder pour soi ou en tout cas que aux proches. Après, je dirais votre maman, c'est très proche, c'est comme vos enfants ou votre mari. Donc moi, je suis pour évidemment que ça fasse du bien au plus grand nombre et que voilà, évidemment pour les très très proches, vous pouvez. Après, si ça se disperse de trop, c'est un peu problématique. Et donc, j'essaye un peu de limiter ce genre de pratique. C'est normal aussi. Mais voilà, si c'est pour votre maman, bien sûr, offrez-lui. Ça lui fera du bien. Bien sûr. Alors, Sabrina, si vous êtes intéressée par la formation complète, qu'est-ce que je peux faire? Je peux. Alors, attendez. Pour la formation auto-hypnose, je pense que vous me parlez de ça. Je vais vous donner le lien. Vous allez pouvoir cliquer dessus et avoir toutes les informations. Et là, c'est pareil. Alors, sur la formation, comme elle est très complète, hein, il y a 9 modules, il y a plus de 6 heures de vidéos explicatives avec des exercices pratiques, des exercices théoriques. Là, j'ai mis en place une période d'essai de 7 jours pour tester vraiment le protocole, pour vraiment s'immerger dans l'hypnose. Alors, je vous cherche, là, je suis en train de sur mon PC de vous chercher le lien. Voilà, je vais vous le mettre là. Voilà. Alors, vous faites juste un copier-coller dans votre barre en haut de ce lien et vous allez accéder à toutes les infos sur la formation auto-hypnose. Ce qui est génial avec la formation, c'est que vous avez la formation et vous avez aussi accès après à un groupe privé. Il y a aussi en ce moment une promotion pendant le confinement. Là, elle est à 149 € au lieu du double de 199. En général, je la vends à 300. Là, je la vends à 150. Et il y a encore une fois une période d'essai de 7 jours pour tester. Voilà. En fait, je vous propose de tester ce que je fais. Voilà, Sabrina. Alors, moi, je suis à Colmar. C'est dans l'est de la France, en Alsace, à 80 km de Strasbourg. En plein dans l'épidémie, vous savez, là où c'est tout rouge, ben, je suis là. Non, Valérie. Évidemment, si c'est en lien avec un traumatisme, non. Non, 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 c'est pas forcément bon. C'est-à-dire que souvent, c'est vrai, moi, je trouve que
le rapport au corps est très compliqué, c'est-à-dire que on a tous, en fonction de ce qu'on a vécu, un rapport au corps qui est différent. Moi, je sais qu'à un moment donné dans ma vie, j'étais très, très, très gravement malade et j'ai été très, très maigre. Je suis descendue à 37 kilos. J'étais vraiment très maigre et pour moi, la maigreur, la minceur, ça représente quelque chose qui n'est pas forcément positif. Et en même temps, quand j'ai repris du poids, quand j'ai été guérie, je me reconnaissais pas avec du poids. Donc, j'avais un rapport comme ça au corps où je trouvais pas ma personnalité. C'est-à-dire, soit j'étais mince, je me sentais plus belle, mince, mais ça me ramenait à ma maladie. Soit j'étais un peu plus potelée et là, je me sentais pas bien dans mon corps. Donc, moi, et je n'irais pas rechercher le moment où j'étais malade pour essayer de retrouver ce corps-là, parce que ça représente ça. Donc, je pense que c'est pas une bonne idée de retrouver, si c'est en lien avec un traumatisme, non, j'irai pas travailler de cette manière-là. Alors non, Gaëtan, les séances sont pas envoyées en fait. Vous avez un accès privé. Vous recevez un identifiant avec un mot de passe et vous avez accès à toutes vos séances. En fait, elles sont toutes au même endroit. Vous avez juste à aller. Après, soit vous les téléchargez, vous les mettez dans votre PC, vous les avez. Soit vous les écoutez en ligne sur votre, dans votre espace, quoi. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui testent. Alors, je vous remercie déjà. Voilà, merci pour votre confiance. J'espère vraiment que ces séances vont vous faire du bien. Voilà, merci pour votre confiance. Ça me fait toujours plaisir. Bah, le lien, Muriel, prenez-le, hein, il est juste au-dessus. Donc, je l'ai mis, vous faites un copier-coller, vous accédez à toutes les infos sur la formation auto-hypnose. Ah bah, si vous êtes en Vendée, on n'est pas à côté, effectivement. Et là, en ce moment, c'est vrai que même pour d'autres thématiques, hein, je travaille évidemment. Alors, je travaille même pas sur Skype ou WhatsApp. Pourquoi? Parce que j'ai des enfants en bas âge. Hein, j'ai un petit de 4 ans et un autre de 1 an. Même des séances en live, comment vous dire que ça peut être compliqué, c'est dangereux. Donc, ce que je fais, c'est que j'enregistre des séances et je les envoie en MP3, quoi, pour d'autres thématiques si jamais ça vous intéresse. Non, du coup, vous avez qu'un lien, mais Cathy, on peut s'arranger. Si vous voulez vraiment un lien spécifique pour votre maman et que vous achetez votre lien, envoyez-moi un message et si vous voulez lui offrir, voilà, je peux faire un geste, voilà. Je peux créer un lien manuellement et vous l'envoyer ou on peut s'arranger. Envoyez-moi un mail. Ok, bah écoutez, merci Gaëtan, merci en tout cas à vous d'avoir été présent ce soir. Merci déjà de votre intérêt pour l'hypnose parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui on en parle de plus en plus. Merci d'avoir été présent et d'être resté jusqu'au bout aussi. Merci pour vos questions. Merci en tout cas pour votre confiance à ceux qui se sont inscrits au protocole. Non, je suis pas à Paris, je suis à Colmar, c'est à côté de Strasbourg, dans l'est de la France, en Alsace. En fait, Catherine, si vous prolongez les 48 heures, le premier prélèvement, c'est au bout des 48 heures. Donc, si par exemple, vous décidez de payer en 5 fois, je crois que ça fait à peu près 22 € pendant 4 fois, je crois. Hein, je crois qu'on peut payer en 4 fois. Et bien, au bout de 48 heures, vous avez un prélèvement de 22 €. Donc là, ça serait le 4 ou le 5. Et donc, après, tous les 4 ou 5 de chaque mois, pendant 4 mois, vous serez prélevé de 22 €. Quoi. Ben, merci à vous. Merci à tous d'avoir été présents, d'avoir répondu présent. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cette conférence vous a plu. J'espère vous retrouver dans mon protocole. Si c'est le cas, on restera en contact. Et puis, pour toutes les autres personnes, j'espère que cette conférence vous a plu. Je vous souhaite vraiment une bonne continuation. Merci d'avoir été là. Voilà. Oui, il y a beaucoup de similitudes avec certaines thérapies. Le MDR, effectivement, c'est aussi le principe, c'est de réinitialiser, d'essayer de modifier nos réponses à certains traumatismes. Il y a des similitudes et il y a des différences, quoi. C'est pour ça qu'on a des noms différents, mais finalement, vous savez, moi, j'ai tendance à dire souvent que
À partir du moment où on sait comment fonctionne le cerveau, bah, on va utiliser ses capacités, alors que ce soit en EMDR, en hypnose, en sophrologie, en relaxation, voilà, on va utiliser ces capacités du cerveau avec chacun nos spécificités propres à notre discipline, quoi. Donc, il y a des similitudes et il y a des grosses différences aussi. Ben, merci Béatrice, merci Catherine, merci Valérie, merci Julie, merci Nathalie, merci Vanessa, merci à vous tous d'avoir aussi posé vos questions parce que c'est aussi ce qui fait vivre la conférence et moi c'est vraiment un moment que j'aime beaucoup quand on communique. J'aimerais même qu'on puisse parler mais il y en a beaucoup qui veulent pas forcément être visibles à l'écran donc c'est pour ça aussi que je propose ça comme ça. Ben, en tout cas merci d'avoir été là et puis je vous souhaite bonne continuation. S'il y a quoi que ce soit, si vous vous posez une question demain sur l'hypnose, sur le protocole, sur quoi que ce soit, ben, n'hésitez pas à me solliciter. Je suis là, je peux vous répondre sans aucun souci. Ben, merci à vous. Moi, j'adore faire des conférences, je le fais régulièrement. Et après, je garde souvent des contacts avec des personnes qui ont été là aux conférences, on communique. Donc, surtout, n'hésitez pas si vous avez quoi que ce soit, vous avez mes coordonnées, vous savez où me trouver. Eh ben, écoutez, si vous prenez Laurence, c'est super. On se retrouve alors dans le protocole. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Encore une fois, je vous remercie d'avoir été présent, d'être resté jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous, restez encore chez vous. On va voir bientôt comment ça va se passer, la suite de l'aventure. En tout cas, pour moi, je reste à la maison au moins tout le mois de mai. Voilà, j'ai assez à faire avec mes formations et mes séances enregistrées. J'ai de la chance, je peux travailler de chez moi. Mais pour vous tous, prenez bien soin de vous, de vos proches, de vos enfants. Et puis, je vous dis à très bientôt peut-être. Et puis, bonne continuation à vous. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et à